On t'aime ici, vraiment. Oh, mais c'est gentil. Non, mais je te jure, t'es incroyable, t'es un amour. Et on a la chance que tu viennes nous présenter ce documentaire Bleu, un océan de solutions. C'est toi qui l'incarne, c'est toi qui l'as écrit. Il a été tourné en Polynésie, il sera diffusé prochainement sur Canal+, à ne pas manquer. Hein. C'est le premier numéro d'une série de 10 documentaires. Et le deuxième sera tourné prochainement aux Bahamas. Ah, ça va. Avec les requins blancs. Ouais, mais même Parce que quand tu dis juste les Bahamas, tu vois, ça a un doute. C'est ça. Éventuellement, je pars en vacances. Mais si tu rajoutes requin tigre, requin blanc, d'un seul coup, tu veux moins venir. Alors que moi, je rêverais de t'emmener. Franchement, alors, tu veux que je te dise, Bahamas, même avec des requins, je veux bien. Ah, ok. Qui veut venir avec moi avec Maud et moi. Sans les requins. Ah non, tous les deux. Alors, Maud, alors, je vais te dire, c'est fait. C'est ça le problème. Non, mais c'est quand ce C'est un tournage? résumé de votre vie. Hein. C'est quand ce tournage? Là, fin juin. Ah bah ça va, Moi, je suis en vacances. ça peut Je termine le 22 juin ici. Ah bah parfait. Non, tu sais que je suis jamais allé aux Bahamas. D'ailleurs, j'ai jamais voyagé. Hein. Et je vais te dire, non, mais c'est vrai. Je suis jamais allé nulle part. Et Bahamas, on ferait quoi avec les requins et tout? Raconte-moi un peu. Tu sais que là-bas, il y a une dame qui... alors, en fait, en leur caressant le museau, en fait, ils ont des ampoules, des capteurs qui les hypnotisent, ça les perd. Et donc, après, elles dansent autour de ces requins. Et en fait, c'est l'idée, c'est de comprendre le lien entre l'homme et les requins. Les requins nous font peur depuis toujours. Et pourtant, ils sont indispensables aux hommes parce qu'ils nous apportent plein de solutions. Ils savent réparer, lutter contre leur vieillissement en réparant leur télomère, en fait. Ils ont aussi une structure avec leur peau qui empêche l'adhérence des bactéries. Aujourd'hui, on s'en inspire pour faire un revêtement pour l'intérieur de nos hôpitaux pour empêcher l'adhérence des bactéries, donc la prolifération des maladies nosocomiales. Et puis, dans les océans, c'est eux qui régulent, ils mangent les poissons qui sont malades, et c'est grâce à eux qu'en fait, les océans vont bien. Donc, en fait, il y a un lien qui est à la fois, on a peur des requins, et en même temps, sans eux, la vie de tous les océans n'existerait pas. Est-ce que c'est vraiment dangereux, les requins, ou pas? Bah, certains. Non. Alors, la vérité, c'est que moi, pour en avoir discuté sur les documentaires avec les grands spécialistes des requins, on me répond, tu sais, c'est comme partout, il y a des connards. Ah, ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait... Mais c'est drôle. Ouais, je suis retombé sur un requin. Mais un connard! Il m'a bouffé la gueule. Vraiment. Il était chiant. D'ailleurs, il m'a bouffé la jambe. Bêtement, alors que j'avais pas compris. Non, Non, mais ça veut dire qu'en gros, le requin, en règle générale, il est tranquille et il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont, et notamment les requins bulldog, qui vont parfois être un peu agressifs. On ne sait pas pourquoi. Souvent, quand il y a des attaques, c'est qu'ils confondent avec de la nourriture. C'est quand il y a des déchets qui viennent dans la mer et ils ont l'habitude de venir se nourrir des déchets et ils ont tendance à savoir qu'à cet endroit-là, ils viennent pour manger. Et voilà, mais on ne peut pas dire que c'est pas dangereux, mais il faut quand même faire attention. Quand même, c'est ça. Bon, quand même. Voilà, c'est ça, on va pas... Voilà. C'est comme tout, mais tu pars pas non plus tout seul à la rame traverser un océan, tu vois. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Maud, je peux le refaire. Alors, avant d'aller aux Bahamas, je suis allé en Polynésie. On va regarder un teaser. Et c'est prochainement sur Canal+. C'est une série de 10 documentaires à ne pas manquer. Ça va cartonner, ça, sur Canal. Ça va nous faire du bien, ça. Hein. Ah oui. Franchement, là, on a besoin de ça. Là, c'est bon. Là, moi, j'en ai marre. Là, ça y est, moi, je suis dans le bleu en ce moment. Je suis dans le bleu. Ouais. Pas vous? Si. Ah, regarde, toi, mais toi, c'est plus un bleu magie. Toi, t'es plus. On dirait plus que tu vas faire le grand cabaret, toi. Regardez. Bonjour à tous, je suis Maud Fontenoy. J'ai traversé l'océan Atlantique et Pacifique à la rame, en solitaire et sans assistance. J'ai ensuite réalisé le tour du monde à la voile et à contre-courant. Dans chacune de mes aventures, j'ai voulu montrer qu'avec détermination, l'homme était capable de réaliser des rêves plus grands que lui. Le plus dur, c'était réellement la solitude. Dans cette série de documentaires, je vous propose de partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, comme moi, consacrent leur vie à mieux comprendre pour mieux protéger nos océans. Nous avons tous besoin de l'océan pour ce qu'il nous apporte gracieusement. Énergie, nourriture, médicaments, alimentation. La vie est née dans la profondeur des océans. Et aujourd'hui, l'homme y retourne pour y puiser des solutions pour sa survie. Dans ce premier numéro, je vous invite dans un voyage incroyable, au cœur du Pacifique, en Polynésie française, à la rencontre de marins, de pêcheurs, de scientifiques, de chercheurs, d'entrepreneurs, qui consacrent leur temps à développer les solutions qui viennent du Grand Bleu. Bravo, Maud. Exceptionnel. Bravo. Franchement, ça donne envie. Hein. Ah ouais, j'ai envie d'y aller, moi. Ah ouais, moi aussi, ouais. Mais souvent, on va dans l'espace.
Eh ben, Mais oui, voilà, exactement. Bravo. Pourquoi, plutôt que d'aller dans l'espace, on ne se consacre pas à ce qu'il y a au fond de la mer? Et ben voilà, un bon résumé. On investit 100 fois plus dans la recherche spatiale, et moi j'ai absolument rien contre, mais que dans la recherche océanique. On est allé plus souvent sur la Lune que dans la profondeur des océans. On a 10 km de profondeur sous nos pieds quand on traverse les océans, et on connaît que 2 à 3% de toute la biodiversité marine. Et pourtant, nous, la France, on devrait être quand même un peu moteur, parce qu'on est quand même la deuxième puissance maritime mondiale. On a 11 millions de kilomètres carrés sous notre juridiction. On est présent partout à travers les différents océans du globe. Donc on devrait assurer qu'en fait, les erreurs qu'on a commises sur Terre, on ne les recommence pas en mer. Ce n'est pas une planète de rechange. Et on devrait justement aller étudier, et tout ce que ces chercheurs font au quotidien, les 22 000 médicaments qui sont étudiés aujourd'hui, la ressource alimentaire, le développement des algues, enfin, c'est fascinant. Et malheureusement, c'est ce que disait Tabary, les Français, la mer, c'est surtout ce qu'ils ont dans le dos quand ils sont allongés sur leur serviette à la plage. Tu vois ? Toi, tu connaissais bien Benjamin Castaldi. Je suis un grand plongeur, moi. Oui. Ouais, non, mais pour faire la vaisselle, il parle. Non, plongeur, t'as raison. Ah oui, j'ai passé tous mes brevets en Polynésie, justement. Merci, en tout cas, Maud s'en souviendra. Elle est hyper contente. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important que tu le saches. Alors, Maud, demain, c'est la journée mondiale des océans. Oui. Et d'ailleurs, je serai avec toi demain matin. C'est vrai, merci beaucoup. Je suis avec toi demain matin. Demain, en fait, on fait au Théâtre de l'Aube, on réunit 300 enfants qui bénéficient des programmes de ma fondation, parce qu'on relance les classes de mer en France à destination des enfants de zones d'éducation prioritaire qui n'ont jamais vu la mer. Chaque année, je suis toujours surprise de voir qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a 3 millions d'enfants par an qui ne partent pas en vacances au bord de la mer. Et là, donc, c'est les enfants qui bénéficient des programmes de ma fondation. Et Cyril me fait l'honneur de venir, parce que les enfants sont fans. Donc, il y aura des tout petits, des moyens, des plus grands. Et comme dirait mon fils Maë, c'est de la mignonnerie en barre. Tellement ils sont choux, ils préparent plein de projets sur l'océan, des contes, des chansons, des programmes pour les plus grands sur le biomimétisme. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, c'est vraiment un grand honneur. Et donc, moi, je suis en train de faire toutes les chansons. Il y a le mot mer dedans. Donc, voilà. Notamment Face à la mer. Non, voilà. Merci, Maud. Et tu prévois un petit duo avec Patrick Bruel qui sera là aussi. Oui, Patrick sera là également. Vous allez chanter. Voilà. Ouais, je pense qu'on va. Je sais pas. On va voir. Mais je suis très content de voir Patrick Bruel, qui est toujours là. Lui, c'est un amour de mec. Ah, vrai. Franchement, c'est une bombe de mec, Patrick. Je le dis encore ce soir. C'est vrai. C'est vraiment un pote. Et Patrick, il est toujours là. C'est-à-dire, il dit jamais non. Je l'ai amené, je l'appelle, je dis j'ai une kermesse pour ma fille, il est là. Non mais ça, il est partout. T'as vu toutes les associations, il est tout le temps là. Et en plus, il dit je viens, je fais une chanson. La dernière fois, pour une association, il a fait tout son concert. Il les a fait kiffer. Non mais sans rigoler, c'est un truc de fou. C'est un amour. Maud, il y a aussi le livre Femme Océane. Tu étais déjà venu nous voir pour ça. Ces héroïnes qui nous embarquent en mer. Ça, tu nous en avais parlé. Et c'est vrai qu'on apprend plein de trucs. On parle de plein de choses. Et comme tu étais déjà venu, j'espère que les chroniqueurs ont eu le temps de lire ce livre. Donc, je vais vous faire une interro surprise. D'accord. Non, c'est pas vrai. Non. Si je vous dis Eugénie Clark. Ah, la dame des requins. Alors, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Elle a découvert une race de requins bien spéciale. Quelle est la particularité de cette race de requins? Pour l'instant, je ne vous donne pas de proposition. Ah bah si, ils ont les a déjà donnés. Ah si. Ah, c'est si. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est la A. Ouais. Donc, il chante du rail sous l'eau car c'est un marocain. Non, c'est ça. Non, il peut devenir transparent. Non, il peut Se cacher comme les poulpes. Il peut devenir transparent. Ouais, comme Vous avez bien lu le livre? Bah oui. Bravo, c'est pas du tout ça. Capable de changer de sexe. Maud a nous donné la bonne réponse. Oui, c'est la B. Il est capable de changer de sexe en quelques secondes. C'est fou ça. Et l'espèce s'appelle le Serranus subligarius. Il a le nom qui va bien avec. Ouais. Non mais c'est vrai, et donc il est capable. Très mystérieux. Il est capable de changer de sexe en 10 secondes, ce requin. C'est-à-dire, il a un pénis. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il a un pénis télescopique qui rentre. Non, il est hermaphrodite. Il a les deux. Change. Ah, d'accord. Ah d'accord. En fait, c'est pour ça que le requin est quand même un animal incroyable dans l'évolution et qu'on retrouve des requins de 150 ans, 200 ans, jusqu'à 300 ans, des requins qui ont survécu, le requin notamment du Groenland. C'est une espèce incroyable que les scientifiques vraiment étudient. Et quand on pense que tu as 120 millions de requins qui se sont massacrés chaque année uniquement pour leurs ailerons parce qu'on considère que potentiellement c'est aphrodisiaque, se dire voilà, tout ce qu'ils peuvent nous apporter en termes de science et de particularités, parce que c'est vraiment l'animal le plus fini de tout le milieu océanique qui a vraiment survécu à tous les changements climatiques, évolutions, et donc c'est assez fascinant. Voilà. Et ce sont des femmes, et à travers ce livre, ce sont des femmes qui se sont consacrées à travers les âges. Excuse-moi, Maud, je rigole parce que c'est d'abord ici de Raymond. Non. Quand t'as dit aphrodisiaque, ça l'a fait rire parce que je sais pourquoi. Et je vais vous dire la vérité, moi je l'ai ici. La semaine dernière, je le dis devant. Je m'en fous, Maud, c'est une amie. Je me suis fait mal aux adducteurs. Et donc ce con m'envoie, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit?
Du Kurama. Faut que tu Il me manges dit, du Kurama. non, il me dit, il faut que je prenne et deux de trucs. l'oméga 3. Il me dit, il faut que tu prennes de l'oméga 3 et du Kurama. Et derrière, il m'envoie un texto, cet abruti. Il me dit, fais gaffe, commence au Kurama parce que. C'est aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque. Kurama, c'est... Il me dit, prends juste l'oméga 3, toi. Et donc, je suis sûr qu'il pensait à ça. C'est mon médecin aussi. Hein. Il est incroyable. Il y a une superstition maritime qui interdit un animal à bord d'un bateau. Lequel? Le lapin, le chat ou le jonpi verdaise? Le lapin. Le lapin, oui. Le lapin. Le lapin. Vous savez pourquoi? Manger les cordages. Il mangeait les cordages. Bah, on va demander à Maud. Maud. Oui, c'est vrai qu'on considérait que ça grignotait. Enfin, la vérité, c'est que pire encore, qui porte malheur atrocement sur un bateau, pire que le lapin, C'est quoi? c'est la femme. Oui, pareil. C'est quoi l'histoire? Incroyable. Donc les femmes sont interdites de monter sur les bateaux, sont interdites de bord, mais attends, tiens-toi bien, jusqu'en 1963. Je sais, c'est incroyable. Donc le décret Ce que tu dis là, Colbert, dans le livre. Ouais. incroyable. Sonia de Borodesky est une femme incroyable qui se bat toute sa vie et aboutit en 63 à faire abroger le décret Colbert qui interdisait les femmes officiellement de monter sur les bateaux de pêche, les bateaux de commerce, les bateaux de guerre. Donc elles étaient interdites de bord. On considérait qu'elles portaient malheur, qu'elles servaient à rien et du coup c'était mieux de les interdire, que ça dérangeait un peu. Et il s'avère que dans le livre, je dresse le portrait de différentes femmes, notamment des femmes en 1780, Jeanne Barret, qui se travestit en homme pour être intégrée sur les bateaux, des femmes qui bataillent, sont les premières femmes cartographes, océanographes, et elles continuent malgré le fait qu'elles sont interdites. Hein. Qu'elles ont le mal de mer, que c'est difficile, qu'on les attend au tournant, elles partent dans les mers du Sud, dans les glaces. Enfin voilà, c'est vraiment des femmes pionnières qui ont marqué que la femme avait un attachement, c'est vrai, assez fort avec l'océan. Il y a une certaine virilité de l'océan qui probablement attire les femmes, et surtout le fait que la vie, elle est née là, et donc c'est assurer la survie de l'humanité que de préserver ce milieu. Et donc les femmes, en fait, aujourd'hui, à travers les âges, retournent pour assurer et pour protéger. Et donc c'est vraiment des portraits de femmes plus anciennes avec des femmes plus contemporaines. Maud, justement, toi, est-ce que tu as eu une je sais pas, c'était difficile, parce que c'est vrai que c'est un milieu quand même où il y a énormément d'hommes. Est-ce que quand tu es arrivé au départ, est-ce que c'était dur pour toi? Est-ce qu'ils te prenaient au sérieux? Est-ce qu'ils sont pas un peu... Hein? Oui, pas trop, non. C'est vrai, c'est ça, hein, pas trop. Non, la vérité, c'est que longtemps, j'ai essayé de cacher un peu la féminité parce que tu te dis, tu es déjà un peu attendu au tournant. Après, moi, j'avais mon bateau qui avait le nom d'une grande marque de cosmétiques. Ensuite, après, je disais, bah oui, moi, je m'épile les jambes en mer. Enfin, tu vois, déjà là, j'étais le summum du pompon, de la caricature de la nana, tu vois. Donc, je peux te dire que les mecs, ils comptaient le nombre de jours. Et je me souviens que quand j'ai fait le tour du monde à contre-courant, et du coup, le mât de 32 mètres qui est tombé, j'ai dématé, dû réparer et tout. Bon, tout le monde ricanait en disant, et je me suis dit, attends, tu vas t'accrocher, ma vieille, vas-y, tu vas réparer ce truc. Ça m'a pris, c'était l'enfer, parce qu'imagine 32 mètres de mât avec les barres de flèche qui viennent s'empaler sur le siège du barreur où j'étais 2 minutes avant, le truc qui part en crabe dans l'océan, voilà, et tu te dis, ok, comment je répare ça toute seule, quand même, avec mon petit bras, mon truc, le machin, enfin, les voiles avec enrouleurs et tout, et donc de réparer, en faire un minima pour repartir. Bon, je me disais, il y avait à la fois les milliers d'enfants qui me suivaient dans les écoles qui disaient « Allez, Maud, pas laisser tomber, elle nous a dit qu'il fallait jamais baisser les bras. » Bon, et puis après, moi, je repensais à tous ces marins barbus qui ont quand même bien, voilà, et je me suis dit « Bon, allez, tu vas pas leur donner raison, vas-y, accroche-toi. » Est-ce qu'après, t'as eu un truc qui t'a marqué, ou à un moment, il y a quelqu'un qui t'a fait un de ces gars-là qui est revenu vers toi, qui t'a dit « Je me suis trompé », ou est-ce que t'as eu des moments comme ça? T'as eu des mecs qui se sont dit, qui ont fait leur mea culpa derrière ou pas? La vérité, c'est que pas grand monde, mais en fait, c'est marrant que tu me poses cette question. Je me souviens d'un petit mot de Thomas Coville, qui est un grand marin, et qui m'avait écrit officiellement un courrier, qui avait même mis ça dans la presse, donc il ne faisait pas loin, pour dire moi, je trouve que c'est génial ce qu'elle a fait, parce que les mecs, c'était ouais, le tour du monde, mais en fait, truc, machin, enfin, voilà, c'est un truc de poche, puis elle est pas un truc. Ben. Alors, voilà. Et lui, il avait dit non, franchement, chapeau, bravo. Et je m'en souviens, tu vois. Bien sûr. Parce que c'était pas. Thomas Coville, c'est bien, bravo de sa part, bravo. Et on se souvient des gens. Bien sûr. Ça, hein, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, Gilles. Et c'était terrible à l'époque parce que vous le savez, Maud, il y avait des marins confirmés qui appelaient les médias et qui leur disaient n'allez pas trop fort là-dessus, ne vous y intéressez pas vraiment, elle va échouer, etc. C'était un vrai milieu machiste. Sexiste à l'époque. Hein. On va pas. Il y a des marins célèbres qui, voilà, vous le savez, on va pas donner les noms, mais qui se réjouissaient d'un échec potentiel. C'était horrible. C'était horrible. Non, c'est vrai. Et puis qu'après, qu'on fait quand même des publications, voilà, pour dire ouais, mais c'est pas un vrai truc, c'est pas un vrai machin. Exactement, qui ont été jusqu'à dénigrer, mais oui, terrible, terrible. Il y a de la jalousie encore autour de toi parce que t'es très médiatisé. Et c'est vrai que je te vois à chaque fois. C'est vrai que on va pas. Je te le dis, t'es une bête de télé. Voilà, on est content. Donc quand on t'a, on sait que ça va bien se passer.
que voilà, l'émission est bonne parce que Mais c'est vrai parce que tu me fais parler de ce que je non, mais connais. on le sait, voilà, t'es très forte médiatiquement. C'est vrai que voilà, t'as un physique avantageux. Elle compte incroyablement bien. C'est vrai que t'es une très bonne cliente en télé. Et c'est vrai que voilà, là, je te vois encore. Tu peux faire derrière une carrière d'animatrice. Est-ce qu'il y a des jalousies? Parce que non, mais tu sais mieux que tout le monde. Et c'est vrai que quand on veut faire quelque chose, et moi, c'est vraiment le message que je tente de faire passer à chacun, aux jeunes et tout ça. Je veux dire, moi, j'ai été élevée sur un bateau. Mon père, il allait chasser le poisson parce qu'on n'avait pas d'argent. Mes vêtements, ça venait du don, d'Emmaüs, tout ça. Enfin, on n'avait rien. Moi, je me suis fait toute seule avec mes petits bras. Je peux te dire que j'avais aucune personne qui me suivait. Le premier qui a parlé de moi, et je m'en souviens encore, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui a fait un premier sujet sur moi parce que mon désalinisateur était tombé en panne, que je devais boire mon urine. Et lui, il a dit, tiens, cette nana, elle est quand même un peu hors du commun. Je vais faire un sujet aux 20h sur elle. Et après, ça m'a aidée. Mais voilà, moi, je connaissais personne. Je me suis fait petit à petit parce que mon but, il était de prouver que c'était possible. Et que c'était pas... Voilà. Après, la lumière, tu t'en sers pour faire passer un message. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaye de faire à travers ma fondation, sur le combat pour les océans, sur la nécessité qu'on a de préserver là où la vie est née. Et puis, mon travail au sein des écoles, avec les enfants. Et puis, un message fort sur le fait que, voilà, il faut croire en soi, il faut croire dans ses rêves. Mais peu importe ce que le mec va te dire à côté, tu n'y arriveras pas, t'es trop blonde, t'es trop truc, machin. Après, t'assumes petit à petit. Moi, encore aujourd'hui, je t'avoue que c'est vrai que le matin, je me lève, ça arrive à toutes les femmes, mais de se dire, est-ce que je me mets vraiment en robe parce qu'on va penser que je suis un peu trop fille? Est-ce que je mets pas un truc? Tu vois, je fais attention, pas trop maquillée quand même. Parce que ça reste quand même présent. Tu vois, si tu es une navigatrice, tu es censée fumer le cigare et... comme ça, tu vois. Mais un peu en Michel Marie. Il est 8h15, je prends la mer. Non, mais c'est Michel Marie, sans rigoler. Non, mais c'est ça. Non, mais Maud, moi, je trouve que de plus en plus, je crois que tu t'en fous total. Moi, je te vois, ça y est, t'es en roue libre, là, maintenant. Non, mais c'est vrai, tu t'en fous, ça y est. Non, mais ça va mieux. Ouais. Tu vois, je suis maman de 4 enfants. Tu vois, je veux leur donner ce message-là à eux. Tu vois, j'ai une fille de 9 ans. Quand je pars, elle me dit, bon, maman, tu vas sauver la planète. Oui, chérie, oui. À ce soir. Hein. Tu sais. Donc, c'est vrai que... Moi, mes enfants, ils m'ont jamais dit ça. Hein, je vais sauver la planète. On dit juste, tu peux nous ramener des... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Tu peux nous ramener des briques à l'œuf ce soir, c'est tout ce qu'ils me demandent. Hein. Non, mais mais tu vois, tu as cette pression-là. Donc, moi, j'essaie vraiment de leur montrer l'exemple et de leur dire, voilà, il faut être fort et puis croire en soi et puis y aller. Et puis après, c'est vrai, avancer malgré les critiques. Mais c'est pas toujours facile. Mais après, quand tu as vécu... Tu sais, les problèmes personnels et tout, tu sais, bon, voilà, ça... Quand tu pars en mer, là, comment tu fais? Tu coupes complètement. Ben, c'est vrai que... Comment tu fais maintenant si tu pars avec les enfants, tout ça, quand tu pars en... C'est vrai que moi, mes aventures, ça a duré 5 mois. Et 5 mois sans bateau qui te suit, sans personne, sans rien. 5 mois sans parler à personne, en mangeant de la nourriture en poudre et tout. Alors c'est vrai qu'après, quand on me dit « Ah ouais, tu viens pas au dîner, tout ça », j'en ne crois pas, mais c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise, en fait. Tu vois. Et moi, tu me mets chez moi derrière mon ordi à faire mes bouquins. Tu vois, tu reviens 8 heures derrière, je suis toujours au même endroit. Tu n'as pas bougé. Non. J'adore, moi, tu vois, j'ai besoin de ça. Moi, je me ressource en étant concentrée. Après, voilà, chacun a sa façon de faire. Tu manges de la nourriture en poudre pendant 5 mois? Oui, comme les spationautes, tu vois, parce qu'il faut limiter au maximum le truc. Donc, en fait, tu as un désalinisateur pour fabriquer l'eau douce. Bon, sauf au moment où il est tombé en panne pendant 5 jours, que j'ai dû boire mon urine, tout ça, que ça a été vraiment l'enfer. Voilà. Et après, la nourriture en poudre, pour que ça soit voilà. Ça, le moins volubile. Et après, tu dors par tranche de 20 minutes, parce que moi, dans le bateau à rame, l'habitacle cercueil dans lequel je m'enferme pour dormir la nuit, il n'y a plus d'oxygène au bout de 20 minutes. Non. Donc du coup, tu dois dormir. Alors, sympa ton voyage. Je vais t'envoyer quelqu'un à ma place. Non, mais c'est quoi? C'est fou, quoi. Donc tu vois, tu es en mode et tu vois les choses. Alors à la fois, tu te rends compte. Ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai choisi vraiment l'astuce scientifique, de simplifier le truc. Un petit bateau à rame, 2 avirons, rien, et le plus grand des océans. Et j'adorais cette idée que l'homme, il était capable de réaliser des rêves plus grands que lui. Tu vois, tu es devant la grande montagne, mais la montagne, voilà. Petit bout par petit bout, chacun dans nos vies, on a des défis à relever. Voilà, pas trop le sommet, tu regardes petit bout par petit bout. Et au final, même le plus grand des océans, mine de rien, tu y arrives. Et le bonheur, c'est quand tu es là en plein milieu, tu vois ta grande carte toute bleue là, tu prends ta position GPS, puis tu es là, tu es au milieu. Ouais. Alors les gens me disent, est-ce que tu cries, tu vois? Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis rien, tu es dans le grand bleu et tout, tu essaies de te faire trop discret. Tu manges même pas un petit baliston, un truc. Non, sans rigoler. Non, mais au retour sur Terre, t'imagines le bonheur quand tu redécouvres manger une pomme, dormir dans un lit sans avoir un porte-container qui manque de te couper en deux, prendre une douche quand t'as pas pris de douche pendant 5 mois.
Non, mais tu vois, serrer quelqu'un dans tes bras, des trucs incroyables, la saveur de la vie. T'es toute seule. Ah, seule de personne, ouais. Chaud. Je pourrais pas le faire, ça, tu vois. Sans parler et sans Il n'y a marcher. même pas une meuf à un moment qui arrive, rien, non mais... Même pas un... Non mais c'est fou ça, oui. Justement, Maud, vous parlez vous parliez de pression et dans votre ouvrage, il y a une phrase très très forte. Vous dites, il est étrange de penser que la vie a surgi de la mer et que la mer est désormais menacée par l'une des formes de cette vie. En gros, que notre mer est dans un état désastreux. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard? Est-ce que c'est catastrophique? Ou est-ce qu'on n'est pas complètement foutu? Et qu'est-ce qu'on doit faire, en gros, 1 ou 2 mesures? Alors déjà, moi, je suis une éternelle optimiste, parce que sinon, je ne serais jamais partie toute seule avec mes petits bras à traverser les océans l'Arabe. Donc tu vois, je crois vraiment dans notre capacité de faire, de changer, d'agir petit bout par petit bout. 2, c'est vrai que le problème, il est gigantesque. On ne peut pas non plus le nier. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y avait un semestre sur le plastique. Le plastique, tout le monde entend le plastique, la pollution plastique, tout ça. Il faut savoir quand même que dans les années 50, on produisait 2 millions de tonnes de plastique par an. Années 50, 2. Ouais. Aujourd'hui, 360 millions de tonnes de plastique par an. Donc tu vois. Et aujourd'hui, ce plastique, c'est pas tellement que c'est un matériau très performant, très durable, qui devrait être conservé pour des usages très spécifiques, mais c'est les fuites dans l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a produit du plastique pour tout et n'importe quoi. On va même installer du plastique dans des pays qui ne savent pas du tout le traiter. Et donc, c'est vraiment de la sensibilisation qu'on doit faire auprès des industriels pour changer les choses. Et nous, de prendre conscience que tout ce qu'on laisse dans la nature rejoint la mer et donc rejoint ton assiette. Parce qu'aujourd'hui, tu bois la même eau que buvaient les dinosaures parce que tout ça est un cercle, mais que cette eau, tu n'arrives plus à la dépolluer. Et que donc tu manges l'équivalent, ce que je disais, c'est l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine et par personne. Non. Parce que tout ça est un cycle... J'espère que c'est pas celle de Benjamin. Elle est plafonnée. Non, mais parce qu'elle est plafonnée, c'est vrai que là, à mon avis, c'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est fou ce que tu dis, ça. On mange l'équivalent d'une carte bleue. Eh oui, parce qu'on a du mal à comprendre qu'en fait, moi je dis c'est presque par égoïsme qu'il faut préserver les océans aujourd'hui, parce que c'est vraiment de nous dont il s'agit tous les jours. C'est fou. Si tu es à la plage, que tu vois un papier qui traîne, dis-toi que ce papier, si tu le ramasses pas, à un moment donné, il revient dans ton assiette. Ça, c'est un bon discours. Ah, c'est pas mal. Il y a un truc que tu dis aussi, moi, dans le livre, c'est en page 138. Tu dis, sans le caca des baleines, nous ne pourrions pas respirer sur Terre. Ah oui, chacun ses citations quand même. Non, mais c'est vrai. non, mais c'est vrai, tu le dis. Non, mais c'est vrai que les baleines, elles sont fascinantes. Alors, Dieu sait que quand tu les rencontres à la rame, elles font 3 fois la taille du bateau. Ouais. Tu imagines l'émotion que ça représente. Enfin, tu vois, tu es sur ton petit bateau à rame et tout, et tu as la baleine d'un seul coup qui plonge sous ton bateau. Tu vois, elle fait 3 fois la taille, elle ressort. Et en fait, elles ont un rôle dans les océans. Elles nourrissent naturellement différentes espèces avec leurs excréments, mais surtout, elles baladent du bas en haut le krill. Elles ont un rôle important de captation du carbone. Et c'est vrai qu'elles ont beaucoup, beaucoup plus de valeur vivante que morte. Et c'est vrai qu'on dit qu'une baleine, ça représente 14 000 arbres d'absorption de carbone. Et aujourd'hui, elles ont été pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, sous couvert, soi-disant, de recherche scientifique et tout, par des pays asiatiques, continuer à être malheureusement pourchassés. Alors, donc, c'est quand même aujourd'hui, il y a quand même des choses à faire, concrètement. Et on apprend aussi un truc dans le livre, c'est qu'il y a une navigatrice, alors son nom est difficile à dire, c'est Gudrid Thor Bjarne Nadotir. Elle aurait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Oui, alors on raconte beaucoup de choses de ces femmes qui sont parties, qui étaient sur des bateaux, qui auraient découvert. On parle de premières femmes ayant compris les failles sous-marines, et puis que les travaux se sont faits. C'était son collègue homme qui les a récupérés, et puis finalement, c'est très longtemps après que certains ont dit mais non, en fait c'était elle. Mais donc voilà, les femmes sont aujourd'hui peut-être récompensées de leurs travaux pendant autant d'années. Et puis ces femmes qui jonglaient avec leur vie de famille, parce que souvent elles étaient mères de famille, elles partaient quand même. Et puis je pense à Louise Boll qui partait en Antarctique, qui a été la première femme à survoler le pôle Nord et qui était très agacée. On est en 1910 par là. Et qui, à chaque fois, elle raconte qu'elle revient d'expédition et on lui dit « Mais est-ce que vous mettez des jupes? Est-ce que vous vous repoudrez le nez en mer ?» Et du coup, ça la rendait dingue parce qu'elle disait « Mais on n'a pas autre chose à me demander de mes voyages dans les pôles. Ouais. » Tu dis aussi, à partir de 1000 mètres sous l'eau, la lumière ne passe presque plus. Ce sont les créatures marines qui produisent elles-mêmes de la lumière pour s'orienter, se nourrir. Alors, je sais que toi, Cyril, tu es fasciné par les abysses. J'adore ça. À chaque fois, on en parle tous les deux. J'adore les abysses. Je suis fou d'abysses. Et l'histoire d'être comme ça dans les profondeurs. Non, mais faut dire. Quand tu veux. Quand tu veux. Mais
Incroyable. Se dire qu'on est allé, mais peut-être que 4 ou 5 fois dans la profondeur, dans la fosse des Mariannes. Alors moi, j'ai passé une soirée avec Daniel Moreau quand même, le 8 mars. Ouais, rien Je du veux tout. dire que là, c'était les abysses. Non, Parce que l'Everest à 8008 mais et la profondeur des fonds Mariannes, c'est moins de 10 000. Voilà, C'est moins de 10 000. exactement. On est plus profond que l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Mais incroyable. toi, ça te fait pas peur, ça? Moi, en vérité, non. Moi, j'ai plus peur quand je me retrouve dans une foule que quand je me retrouve Non, c'est vrai sous l'eau. Ah ouais. Et, parce que quand tu connais bien ton matériel et tout ça, tu es dans une zone de paix et puis de quiétude. Mais c'est vrai que les abysses, c'est incroyable. Les animaux des abysses, la tronche qu'ils ont, plus le fait qu'ils fabriquent naturellement leur propre lumière sans électricité. Aujourd'hui, c'est étudié par des startups. Donc, il y a beaucoup de choses dont on s'inspire. Quand je parle de la baleine, je parle du cœur de la baleine. Le cœur de la baleine, c'est 600 kilos, c'est une gangue de graisse. Et on a des chercheurs, un chercheur, il a consacré sa vie à faire des électrocardiogrammes sur les cétacés en plein milieu naturel pour comprendre le fonctionnement de ce cœur de la baleine qui, à chaque battement, aspire 5 à 6 baignoires de sang. Donc c'est un truc incroyable, gigantesque. Et il a compris qu'il y avait un réseau autour du cœur de nanofibrilles qui captait l'électricité produite naturellement par le corps de la baleine. Et il a créé le pacemaker humain sans pile. Non. En s'inspirant de la baleine. Incroyable. Donc à chaque fois, c'est vraiment... Tu vois dans la nature, moi je parle parfois souvent de pêche, et bien, quand tu regardes le dauphin, il chasse avec un cercle de bulles et il fait un système d'échographie autour des poissons pour détecter si les femelles sont pleines. Et quand les femelles sont pleines, il ne les mange pas parce qu'il préserve tout de suite la ressource. Comme si nous, on mangeait une vache qui aurait son veau encore dans le ventre. Alors qu'on pêche aujourd'hui, une femelle Saint-Pierre, c'est peut-être 3 millions d'œufs. Mais nous, on s'en fiche, on racle tout. Et finalement, en s'inspirant de ça sur l'île des Canaries, on a mis en place des réserves où il y a des échographies à grande échelle sur les bateaux de pêche et on met les femelles à l'abri et on voit les océans qui... Donc c'est possible. Tu vois, les solutions, elles sont là. Et parfois, elles sont même offertes par la nature. C'est ça. Ouais. Mais pour ça, il faut quand même s'y consacrer parce que sachant qu'aujourd'hui, on connaît que 2 à 3% de la biodiversité marine, quand même un petit peu On a du quand chemin. même du boulot, Ouais. On a du boulot. Un petit peu.